De retour sur le plateau de votre quotidien, et oui, KNF, c'est tous les jours à midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes sur Facebook, à 13h sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous faire découvrir, et oui, les héros de chez vous. Et là, c'est mon histoire préférée. Et vous allez comprendre pourquoi. Si je vous dis Monsieur Eboué, Félix Eboué, non, je ne vous parle pas du stade de foot qu'il y a à Basse-Terre. Non, je vous parle bien du personnage. Et pour en parler, je reçois un professionnel. Celui qui va vous raconter une histoire historique comme si c'était, je sais pas, une histoire de science-fiction. Il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Agnès Garouche, dit le shot. Yes, yes. Nous là, tranquille et toi? Félix, baby. Félix, tu as Félix steak, niggas. Et là, je suis bien, je suis au chaud parce qu'il fait froid à Saint-Claude. Ça tombe bien parce qu'on va parler de Saint-Claude. Et en plus, j'adore ces couleurs. Il est frais. Suivez-le. On essaie d'être fresh up là, à l'approche de Noël, tu vois. On essaie d'avoir des outfits en concordance. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois, tu dépoussières un petit peu ces sujets historiques qui peut-être paraissaient un petit peu redondants, un petit peu, voilà, vieillots. Et c'est vrai que parce que j'ai beaucoup de bons retours sur toi. Tu dis, ouais, mais ça fait du bien de l'écouter parce qu'on écoute, mais il parle plus notre langage. Mais en fait, moi, l'idée, c'est que quand je dépoussière, comme tu dis, des sujets de l'histoire, je me rends compte que c'est des histoires qui sont dingues, c'est des histoires qui sont folles. C'est des histoires en vrai qu'on aimerait se raconter, tu vois, entre nous, autour d'un verre ou en train de manger, tu vois. C'est des histoires qui, finalement, sont hyper inspirantes. Et le fait de les reprendre et de les mettre comme ça auprès de tout le monde, je me dis, bah, il peut y avoir une utilité, quoi. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler de Félix Eboué, qu'on connaît très bien. Et certains, encore une fois, comme Mortenol, certains vont se dire, mais c'est le nom d'une rue, Félix Eboué, c'est le nom de ceci, c'est le nom de cela. Il y a des monuments, mais on ne sait pas d'où ça sort. Mais il y a même certains qui me disent, mais Félix Eboué, c'est quoi? C'est le père de Fabrice Eboué, l'humoriste, etc. Je connais Eboué, ça me dit quelque chose. Exactement, mais Eboué, alors que, pour moi, on est sur un personnage complètement dingue. Surtout qu'il est né le 26 décembre, donc je ne sais pas… Le 26 décembre, c'était il n'y a pas si longtemps, dans la date de 2022. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est déjà passé? Voilà, exactement. Donc joyeux anniversaire en tout cas pour tous ceux qui sont nés en décembre et en janvier. Donc peut-être que là c'est ton anniversaire, toi qui nous regardes, joyeux anniversaire. Profite. Exactement. L'alcool est dangereux pour la santé, c'est toujours important de… Exactement. Donc l'idée c'est qu'on est sur un personnage d'origine guyanaise. Ouais. Hein, la Guyane, Toconette. Donc l'idée c'est… Il est né à la fin des années 80, 1884 pour être plus précis. Ok. Fils d'esclaves affranchis. D'accord. Donc tu vois, on est sur une histoire déjà un peu dark, tu vois. Et en fait, son père est chercheur d'or. Donc chercheur d'or, en Guyane, ça rappelle même un peu ce qui se passe actuellement. Hein. Donc c'est une histoire ancienne, hein, cette histoire de chercheur d'or. Et en fait, Félix Eboué, il naît dans une famille qui n'est pas une famille de riches, de nobles, etc., etc. Donc même ses frères, il a des frères qui meurent assez jeunes, il a des frères qui ne font pas de grandes études, etc. Ouais. Donc tu vois, lui, il n'était pas prédestiné à avoir une carrière politique, etc., etc. Alors que ce Félix Eboué, on en reparlera un petit peu après, c'est l'un de ceux qui a sauvé la France et le monde libre même pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est en Guyane, à Cayenne, 1884. Il naît dans cette famille, c'est pas non plus une famille pauvre, mais c'est pas, tu vois, c'est une famille un peu moyenne. Et il va avoir cette ascension-là. Donc lui, il fait ses études en Guyane. Arrivé au lycée, il obtient une bourse pour aller étudier à Bordeaux. Donc il étudie à Bordeaux, c'était un peu, tu vois, c'était la mode quand tu partais soit des Antilles, Guyane, t'allais à Bordeaux, comme ce qu'on avait dit avec Mortenol. Exact. Et l'idée, c'est qu'arrivé là-bas, il fait ses études, etc. et il intègre une équipe de foot. Okay. Parce qu'on est au début du XXe siècle, tu vois, 1901, 1902, quelque chose comme ça. Et le foot commence à être popularisé. Ouais. Et il intègre une ligue de foot. Et d'après certaines chroniques, il aurait même fait des voyages avec cette ligue de foot. Il monte à Nantes, à Paris, il serait même allé jusqu'en Angleterre. Okay. Donc il faut se dire déjà, dans son esprit, ce que ça a pu avoir comme conséquence. Ouais. Tu vois, il sort de Guyane, il a pu faire des voyages, etc. et découvrir pas mal de choses. Et ça, on peut imaginer que ça a même forgé un peu, tu vois, sa curiosité, son esprit de découverte. Et à partir de 1908, 1909, il intègre l'école coloniale. Ouais. Donc il sort d'une ancienne colonie, Guyane, et il intègre l'école coloniale. Donc déjà, premier truc un peu bizarre, tu vois, on se dit, mais c'était un colonisé, son père était esclave, et ensuite affranchi, donc normalement il aurait dû être contre. Ouais. Mais lui, il était déjà ailleurs, il était déjà dans une autre sphère, quelque chose d'autre. Il intègre cette école coloniale après avoir fait une licence de droit. Et quelques années plus tard, il devient administrateur colonial. Tu vois, c'est un peu l'équivalent de un peu un préfet, un gouverneur après, par la suite. Et donc on l'envoie en Afrique. Et c'est hyper rare
qui est un administrateur colonial noir en Afrique. Et en fait, lui, ce qui va faire la différence, c'est que venant de Guyane, lui, quand il va être en Afrique, il va avoir un autre regard. Il va commencer à réfléchir, donc on va l'envoyer, voilà, comme on le voit sur ces images, on l'envoie en AEF, Afrique équatoriale française. C'est ce qui correspond au Gabon, c'est ce qui correspond à la Centrafrique, au Tchad, etc. Sauf que lui, quand il est là-bas, il a déjà une réflexion sur comment est-ce que nous, en tant qu'administrateurs coloniaux, comment est-ce qu'on peut être là, pas uniquement pour servir l'intérêt de gens puissants qui ont de l'argent, comment on peut aussi servir, donc utiliser sa fonction d'administrateur pour servir aussi, aider les gens. Et donc rapidement, il écrit un livre. Il écrit un livre sur les langues Sango, les langues Fon. Donc tu vois, c'est des langues qui étaient dans ces régions d'Afrique et en fait que les gens ne connaissaient pas du tout. Tu vois, il faut s'imaginer un peu comme des histoires, tu vois, quand on entend parler de la France-Afrique, tu vois, c'est des gens, ils viennent en Afrique. Eux, ils viennent avec leurs préjugés, ils se disent que les gens n'ont pas de culture, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas d'histoire. C'est Sarkozy en 2008 qui On doit tout leur apprendre. Voilà, c'est Sarkozy en 2008 qui dit « l'homme africain n'est jamais entré dans l'histoire, etc. » Alors que lui, tu vois, administrateur colonial, vient avec une autre approche. On va apprendre leur langue et en vérité, quand tu apprends la langue, c'est une manière de respecter la langue. Tu vois, tu as une langue, tu as une culture, tu as une histoire, tu as un patrimoine. Et donc lui, il est dans ce rapport-là et en fait, il n'est pas juste dans j'apprends la langue pour moi et faire mes choses. Non, quand il fait ce bouquin, il se dit, les gens qui vont venir après moi, Zokenian l'autre travail, c'est-à-dire que vous allez aussi apprendre la langue, vous allez aussi faire… Et ça, en vérité, c'est déjà hyper fort, tu vois, de sa part. C'est déjà une première marque. Donc dès qu'il arrive en tant qu'administrateur colonial, déjà, il fait la différence. Tu vois, tu as le petit Guyanais qui déjà, lui, est dans un autre système. Donc il fait ses va-et-vient, il travaille, il brille, tu vois, on a des rapports sur lui, des archives qui disent que voilà, il est doué d'une intelligence particulière, sa manière d'administrer, etc. Il fait un peu d'aller-retour quand même, tu vois, il retourne en Guyane. Dans les années 20, il se marie d'ailleurs avec Eugénie Tell Eboué, qui aura un rôle d'ailleurs politique en Guadeloupe, hein. Elle sera, il me semble, sénatrice, enfin en tout cas, voilà, elle a un rôle politique, voilà, comme on la voit sur ces images. Et donc, il fait ses allers-retours, il retourne ensuite en Afrique. Mais pour moi, un des événements qui est le plus fou, c'est dans les années 30. Dans les années 30, il est administrateur un petit peu en Martinique. Et surtout, en 1936, il devient gouverneur de Guadeloupe. Donc, on a le premier noir gouverneur de Guadeloupe. Parce que jusqu'à présent, les gouverneurs, c'était des gars d'Aquitaine, de Bretagne, etc. Et on a un noir gouverneur en Guadeloupe. On est au milieu des années 30 et il y a beaucoup de troubles en Guadeloupe, tu vois. Il y a des histoires de chômage, il y a des histoires de révolte, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être dans d'autres épisodes, il y a des personnages politiques dont tu as Achille René Boisneuf, qui on commence à entendre parler de lui, qui défend les travailleurs, etc. Et lui arrive dans ce contexte-là. Et ce qu'on retient de lui, c'est qu'il aura une politique hyper pacificatrice. C'est-à-dire qu'il va aller au contact des gens. Tu vois, il ne vient pas, parce que lui, en tant que gouverneur, à un moment, c'est les préfets, tu vois. C'est la loi, c'est Mamblo, c'est tout ça, tu vois, c'est le maintien de l'ordre. Et on voit que lui, il apprend à aller voir les gens, il va rencontrer les gens qui ont des tensions, etc. Il essaye de trouver des solutions. Donc, tu vois, il est dans ce rapport-là, parce qu'aussi, lui, il vient de Guyane, en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il connaît les gens en face de lui. Pour lui, d'une certaine manière, il les considère comme ses frères et sœurs. Et là, il y a un événement qui, pour moi, est dingue. 1936, 1937, il fait un discours au lycée Carnot. Lycée Carnot à Pointe-à-Pitre. À chaque fois que je passe devant, quand je suis avec des touristes, des choses comme ça, on passe devant ce lycée Carnot, donc premier lycée, école normale pour hommes, donc qui devait former la future élite guadeloupéenne, et il prononce un discours. Ce discours, pour moi, il est mémorable. 1937, il prononce un discours qui s'appelle « Jouer le jeu ». Donc, comme ce que je t'ai dit, il joue au foot. Et là, on sort du mondial, on a vu ce que c'est de jouer le jeu, des tactiques, d'aller en finale, de machin, et tout, etc. Donc il a ce background-là. Il était administrateur en Afrique. Il a vu différents territoires, différentes réalités. Donc lui, quand il dit jouer le jeu, il leur dit, donc il parle à des jeunes étudiants guadeloupéens qui seront les futurs chefs d'entreprise, fonctionnaires, hauts fonctionnaires, etc. Il leur dit jouer le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire jouer le jeu? Il leur dit, écoutez, jeunes hommes, jeunes femmes. Donc là, il a 53 ans. Il parle à des petits jeunes de 16-17 ans. Hein. Et il vient en leur disant, écoutez, voilà comment est le game. Tu vois, quand on entend les pubs, c'est ça le game, c'est ça le game. Bah, en fait, il leur explique, les gars, la vie, c'est un game. La République, c'est un game. La colonisation, c'est un game. Et les gars, jouez ce jeu. Comprenez les règles. Tu vois, c'est un peu comme
quand on apprend, tu vois, aux enfants avec des jeux d'échecs, la stratégie, et tout, ouais. machin, etc. Et tout. Et en fait, il est dans ce rapport-là. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand il prononce ce discours-là, lui, il a l'idée de leur faire prendre conscience que, ok, le monde est comme ça. Ça sert à rien de vous cramer bêtement. Donc lui, vraiment, il le dit littéralement. Ne laissez pas votre passion, ne laissez pas votre ego vous amener dans des voies qui vont vous perdre. Allez chercher la vérité partout. Et ce qui est fou, quand il dit ça, donc ça, il dit à la fin de son discours, allez chercher la vérité partout, aussi bien auprès des administrateurs, des hauts fonctionnaires et des philosophes. Donc lui, il aimait beaucoup, tu vois, la philosophie, les philosophes grecs, Platon, tout ça, il aimait beaucoup. Ouais. Allez chercher là et allez chercher la vérité auprès de la petite paysanne guadeloupéenne. Donc il le dit, il texte, hein. Allez chercher même auprès de la petite paysanne guadeloupéenne qui n'a rien et qui va vous offrir des fleurs comme gage de ça. Tu vois, c'est tout ce qu'elle a. Donc il faut s'imaginer, on est dans les années 30. Ça fait que 50, enfin ça fait 50 ans que les gens commencent à un peu, enfin l'économie s'est transformée, mais tu vois le pays était encore en difficulté. Et lui il te dit que la vérité elle est aussi bien chez les philosophes et les administrateurs que chez la petite paysanne qui connaît sa terre, qui connaît tu vois les petites choses simples. Tu vois, elle n'est pas philosophe, mais même son amour des choses simples. Donc par là, on voit bien que c'est un gars qui a rencontré la petite Tati à Saint-Claude ou à Vieux Habitants. Tu sens qu'il a cette réalité-là. Et donc il leur dit, allez chercher cette vérité-là partout. Ouais. Donc humilité, sagesse, reconnaissance. Et finalement, il conclut en disant, les hommes sont dotés de 3 choses. Blanc, noir, riche, pauvre, on s'en fiche de ça. 3 choses. On a tous du sang. Ouais. Rouge, du coup, quel que soit, machin, etc. On a tous des larmes. On pleure de joie, on pleure de tristesse, on a des larmes. Et enfin, le dernier élément, il dit on a tous une intelligence. Il dit bon, il y a des gens qui ont beaucoup d'intelligence, d'autres qui n'ont pas trop d'intelligence. Et là, malheureusement, tu vois, tu as des gens un peu qui sont malades et tout. Mais surtout, il dit il y a une 3e catégorie d'intelligence, c'est ceux qui sont intelligents, mais qui ont oublié qu'ils étaient intelligents. Et là, c'est hyper puissant parce qu'on est dans un contexte quand même raciste. Ouais. On est dans un contexte où on dit, voilà, ou même les gens qui fréquentent, tu vois, l'aristocratie qui doit fréquenter en Guadeloupe, c'est des gens qui sont encore dans le colorisme, tu vois, qui disent nègre là pas bon, et des choses comme ça. Et lui, il te dit, il y a des gens, ils sont intelligents, ils ont oublié qu'ils étaient intelligents, tu vois ou pas? Donc il y a aussi l'idée de remettre de la dignité, remettre de la, tu vois, de l'estime de soi, etc. Exact. Sauf que l'histoire, elle se termine par là. Elle ne se termine pas en 1937 à Pointe-à-Pitre au lycée Carnot. Il est envoyé à partir de 1938. Il retourne au Tchad. Ouais. Pourquoi? Parce que en Europe, ça commence à chauffer. Parce qu'il y a un petit mec avec une petite moustache qui commence à prendre les pays à côté, qui commence à dire il commence à péter un câble. Donc on sent que ça chauffe. On sent que ça chauffe. On l'envoie là-bas parce qu'on dit ouais, Bougla chaud, on a besoin de toi en renfort là au Tchad, etc. À partir de 1939, invasion de la Pologne, Seconde Guerre mondiale, ça part en cacahuète. La France est envahie en 1940. Et nous, on retient 18 juin 1940, l'appel du général de Gaulle. Il est à London, hein, il écoute un peu de garage, il écoute un peu de dancehall à London. Et en fait, il fait son appel à la BBC. Ouais les gars, il a chaud, aidez-moi, machin, rejoignez-moi. Et en fait, ce que les gens oublient, c'est que le général de Gaulle, il est tout seul à London. Il a quelques gars avec lui, mais il n'a pas d'armée, il n'a pas de territoire, il n'a pas de base, il n'a pas de matériaux. Et donc, il a besoin d'une base arrière. Ouais. Sauf que la France est envahie. Il y a une partie qui est contrôlée par Hitler et l'autre partie qui est contrôlée par le maréchal Pétain, qui d'ailleurs lui déteste, de Gaulle déteste, il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas tout ça. Et en fait, il va mettre en place, ce Pétain, il va mettre en place tout un territoire sous son contrôle, dont la Guadeloupe. On se souvient de Antan Saurin. Qui c'est Saurin? Il envoie un préfet qui gère la politique de Pétain en Guadeloupe. Même chose en Martinique, en Guyane et dans toute l'Afrique en vérité. Ouais. Et en fait, Félix Éboué, lui, il est au Tchad. Et c'est l'un des premiers à répondre à cet appel du général de Gaulle. Finalement, on dit même que c'est lui, le premier, qui a répondu au général de Gaulle à dire « Ok, les gars, nous, autant il y a d'autres territoires, donc il y avait l'Algérie, il y avait l'AOF, hein, c'était le Sénégal, qui sont passés sous côté Pétain. Okay. Nous, ici, on va être résistants et on va être libres. » Donc le premier territoire, en vérité, de la France libre, il n'est pas à London, il n'est pas machin, il est en Afrique équatoriale française, au Tchad. Et en 1941, il le rencontre, comme on peut le voir sur ces images. Donc le général de Gaulle, il vient. Félix Éboué a organisé une armée de 40 000 hommes.
40 000 hommes, c'est pas juste 2-3 petits gars, c'est 40 000 hommes, des soldats africains. Donc tu vois, on est sur cette histoire et sur cette image qui pour moi elle est dingue quand j'en parle avec les élèves. On a une inversion des rôles parce que le général effectivement c'est De Gaulle, mais quand on voit cette image, pour moi personnellement, le général c'est Eboué avec ses soldats. Celui qui domine, celui qui contrôle, exactement. Celui qui donne les ordres, réagit sur les réseaux sociaux, mais pour qui donne les ordres sur cette photo? Elle est dingue, et effectivement c'est lui qui va coordonner toute la bande à Leclerc, tous ces généraux-là dont on connaît, en fait on ne les connaît pas, on sait qu'il y a des avenues du général Leclerc, Gallieni, mais on ne sait pas que c'est des hommes qui en fait, grâce à Félix Eboué, parce que c'est lui parce qu'il a fallu faire des routes, il a fallu organiser des points de ravitaillement, et pour ça il faut un gouverneur, et le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, c'est le Guyanais Félix Eboué. Et ça c'est dingue, parce que c'est grâce à lui que s'organise la libération par le Sud. Et finalement, tout ça va faire en sorte, bon après on va pas dans tous les détails par rapport à la guerre, mais c'est lui qui va organiser cette armée de libération qui va venir par le Sud, qui ensuite permettra de faire le débarquement en Provence, etc., etc. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en 1944, il y a une conférence qui est organisée, elle est très connue, on l'appelle la conférence de Brazzaville. Pourquoi? Parce que Brazzaville, c'était devenu la capitale de la France libre. Ça fait jaser certains, les Zemmour, tout ça, de leur dire la capitale, c'était le Congo, mon gars, tu vois ou pas? Ça fait mal. Exactement, ça leur fait très mal. Et en fait, il organise une conférence. Malheureusement, cette conférence, elle ne donnera pas suite à beaucoup de choses. Mais en fait, lors de cette conférence, donc organisée avec De Gaulle et tout, on dit que c'est cette conférence qui a donné un tournant à la colonisation française, parce que c'est à partir de cette conférence qu'il y a eu une politique un peu plus positive pour les colonies. On va dire, juste avant cette conférence, pour faire simple, dans les colonies c'était chaud, on exploitait les gens, travail forcé, fouetté, tué. Et à partir de cette conférence, on a commencé à mettre en place des choses un peu plus positives. Maintenant, et donc c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ont dit oui, le rôle positif de la colonisation, on dit calmez les autres les gars, tranquille, c'est là. On ne dit pas n'importe quoi. C'est là, c'est un petit moment là, calmez-vous les gars. Mais ce qui est dingue, c'est que cette conférence-là, elle est à l'initiative de Félix Eboué. Donc elle est à l'initiative du Guyanais descendant d'esclaves, qui lui avait un regard un peu plus intelligent, un peu plus... et qui a pu, lui, de par sa position, parce qu'en vérité, si quelqu'un qui était dans une position faible disait « Non les gars, venez en notre aide et tout », jamais on l'aurait écouté. Alors que lui a pu monter, a pu faire des écrits, a pu prouver ses stratégies qu'en fait, on peut faire avancer les gens. Et donc cette conférence-là de Brazzaville, elle est à l'initiative de Félix Eboué et a permis par la suite à ce qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup de ces territoires colonisés, que ce soit aux Antilles, en Guyane, mais même en Afrique et même en Asie, de pouvoir accéder à un peu plus de droits. Donc finalement, tu vois, le fait d'accéder à plus de droits, il n'est pas venu de gens tenez un petit peu de droits. Non, 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 non. C'est des gens qui ont pu gravir les échelons, penser à ceux qui leur ressemblaient et à leur venir en aide. Et c'est là où c'est hyper puissant. Après, ce que je dis par là, pourquoi on n'a pas pu aller à la suite, c'est que quelques mois après, le pauvre, il fait un AVC, il meurt. Il fait un AVC, il meurt au Caire avec sa famille, etc. Et ce qui est dingue, c'est que donc il meurt, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, c'est 44 ou 45, là, il y a ma mémoire qui flanche. Mais quelques années après, il est transféré au Panthéon. Premier noir à avoir été panthéonisé. Donc je rappelle ce que c'est le Panthéon à Paris. Donc c'est créé à la fin du 19e siècle. L'idée, c'est on met les dépouilles des gens qu'on considère comme étant les illustres, les gens qui sont un peu comme des demi-dieux, un peu des héros. Et donc en 1947 ou 49, enfin par là, il me semble que c'est 49, on a Félix Eboué, le descendant d'esclaves, qui est mis au Panthéon pour toute sa gloire. Et on a tout le monde en fait, de Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, qui était son gendre, hein, il était marié à la fille de Félix Eboué, à Général de Gaulle, en passant par d'autres personnes assez importantes, tout le monde était unanime pour dire Bougla, t'es chaud. T'es chaud. La Guyane. Puissant. Donc la Guyane, respect. Et encore une fois, moi, ce que j'aime dire, j'aime parler de ces grands personnages, mais pour moi, il y a des millions de Félix Eboué encore, de Félixa Eboué, exactement. Et en fait, qui n'attendent que... Eh les gars, en ouaille, en fait, avançons. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que cette histoire ne vous a pas genre chauffé? Moi, ça m'a chauffé de fou. Encore une fois. Elle est dingue. Cette façon de raconter aussi, toi, oh là 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 là, tu nous rends fiers d'être Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, la totale. Tous ceux qui sont sortis d'Afrique aussi, c'est la famille. Exactement. Mais en tout cas, waouh, quel personnage de Félix. Personnage dingue. Et donc, il y a un buste qui est à Pointe-à-Pitre
Donc, je sais pas, il faudrait qu'on crée un événement en fait. Il faudrait qu'on aille là-bas, je sais pas, tous les 2 ans, tous les ans, faire un petit truc non, c'est vrai, parce que de lui. les anciens, ils connaissent, effectivement, ils vont te dire oui, Eboué et compagnie, on connaît, mais les plus jeunes, ceux qui ont maintenant peut-être 15 ans, de 15 il y en a plein qui passent dedans, il y en a plein qui passent devant à Place de la Victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Il est là, il y a le buste, il y a des pigeons qui viennent, des pigeons qui font leur truc, tu vois. Tu vois, mais alors non, lorsque vous passez devant le buste de ce monsieur, by respect, faut lui donner. Vous le checkez comme ça. Exactement. Vous dites merci. Franchement, merci de t'avoir représenté. La Guyane. Exactement. Et la famille. C'est ça. En tout cas, Hannes, merci franchement d'être venu nous en parler. Il aborde énormément de sujets comme celui-ci sur son Instagram. Alors, si vous voulez vraiment le suivre et peut-être apprendre un petit peu plus sur votre histoire, Hannes se connecter sur Facebook, sur Instagram, sur Instagram. Tu connais la chanson, regarde juste là. Ça va s'afficher. Ça se passe là, juste ici. Sur Instagram, bam, le shot avec un 0 à la place du O. Et n'hésitez pas, on se connecte, on est ensemble. Exact. La Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, all of the world, Sainte Lucia, Barbade, bon après toute la Caraïbe, je la connais. Et l'Afrique bien évidemment, Namotema. Dans notre cœur, comme on dit en lingala. Yes. Ça fait plaisir, vous voyez. J'ai même plus besoin de dire tout plaisir. Non, ça y est, mes invités le font pour moi. Là, on est sur de la sous-traitance, tu vois. Donc, et il va me faire un petit virement permanent. Voilà. Ça c'est entre nous, les gars. Exactement, parce que des fois, j'oublie des îles. En tout cas, ça fait plaisir. Et franchement, encore une fois, bonne année 2023. J'espère que la bien commencé. En tout cas, tu as commencé fort avec cette petite mais là, nous, on est là pour commencer. Nous, on est là pour commencer avec puissance. Si ça vous a plu, franchement, encore une fois, vous suivez le shot sur Instagram et bien entendu vous partagez cette émission. On est sur YouTube, voilà. KNF, le shot, Hannes Garouche. Vous partagez. Tu connais l'histoire de Félix Eboué, ben la voilà. N'hésitez surtout pas. Merci pour ton travail. Merci à toi. On se retrouve très vite. Big up. Nous, on se retrouve aussi très vite. Bien entendu, ça dure demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille parce qu'il fait froid à Saint-Claude. J'ai bien sûr parlé de l'écran. Eh oui, à Basse-Terre, vous demandez Nathalie. Elle vous passe des vestes, des pulls, des t-shirts, tout ça pour vos hommes, vos fils, vos frères, c'est cadeau. On se retrouve demain toujours sur la chaîne numéro 23 du satellite Éclair FM TV. À demain.